Les débats, une actualité importante, chargée aujourd'hui avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Thierry Guerrier, bonjour. Journaliste politique, éditorialiste. On vous retrouve tous les vendredis matins dans le Grand Matin Sud Radio pour votre édito. Bonjour. Jérôme Dubu, membre de La République En Marche. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Très bon livre sur les incohérences de notre système français. Les violences du 1er mai évitables, la faute du préfet, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. On en parle avec vous. On va parler de cet accord, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, bientôt avec le PS et le PC également. Et puis est-ce la fin du PS? Et puis le casse-tête de Matignon. Bref, on verra si on a le temps de traiter tous ces sujets. Coup de cœur, coup de gueule. Jean-Luc, un peu de culture avec vous. Exactement. C'est un coup de cœur sur Encore, le dernier film de Cédric Klapisch. Oui. C'est magnifique. Ça part sur la danse classique. Il y a l'héroïne se blesse et elle est salement blessée. Et hop, on passe immédiatement après à de la danse contemporaine dans tous les sens. Je vous cite pas tous les actrices et acteurs. Muriel Robin est fantastique. Voilà, c'est émouvant, c'est beau. C'est du Klapisch. Oui, il paraît, coup de cœur. Tout le monde dit que c'est un film très très réussi. C'est un film de courage, très très intéressant. Il y a toute notre époque là-dedans. Ça fait du bien dans notre époque. Avec la difficulté du ballet classique, et on croit que c'est facile parce qu'il s'agite en rythme. Tous ces ballets modernes, c'est en fait une discipline incroyable aussi. C'est formidable. Ouais, très très réussi. Sophie, votre coup de cœur? Alors moi j'ai un coup de cœur pour les marchés, parce qu'on n'en parle jamais. Et marché boursier? Non, rassurez-nous. Vous êtes perfide. C'est terrible, vous voyez. Les petites halles du village. Oui, les marchés dans les villages, dans les petites villes, les marchés à Paris. Et je vous signale que il y a 6500 communes qui ont un marché. Et ça fait 40 000 entrepreneurs, parce que c'est un entrepreneur, le mec qui est sur son marché. Faut pas l'oublier. Moi j'ai un petit bémol, c'est qu'il y a de moins en moins de vrais maraîchers, c'est-à-dire qu'il y a des revendeurs, des gens qui vont à Rungis ou pour acheter, et que on a un petit peu de mal à se retrouver avec les paysans qui viennent vendre ou les agriculteurs. Ça dépend des territoires. Ouais, ça dépend des territoires. Ça dépend des territoires. C'est 40% à 50% de fruits et légumes. Quand vous êtes, je pense à la Vendée, je pense à la Normandie, on voit vraiment les fromages, les agriculteurs qui viennent vendre en plus directement. Et puis au-delà de ça, c'est une respiration, c'est un lieu de convivialité. On se donne rendez-vous pour prendre un café près du marché. C'est la vie des petits villages. Ils ont lutté, on n'a jamais entendu parler, hein. Ils n'ont pas de problème, ils défilent jamais, ils font pas grève, ils luttent contre les grandes surfaces, ils sont formidables, et pendant la pandémie, ils ont été là. Ce sont des gens formidables, et je dois dire que coup de chapeau à tous nos marchés. C'est bien, c'est un coup de cœur, un coup de chapeau. Je m'associe à ce coup de cœur. Avec un petit bémol, ce sont les prix. Oui, voilà. c'est... Parce que les circuits sont compliqués, parce que les marges, il faut les respecter aussi, parce que les emplacements ont été augmentés par les municipalités. C'est le maire qui décide. Alors, un petit bémol aussi, il faut des prix. Vous arrivez à la fin du marché, on vous donne une botte de radio en plus. À la fin, ça a toujours été. Ça a toujours été. C'est sympa, ça. Mais ça, c'est pour les lève-tard. Mais c'est vrai que le prix, on l'a dit ici plusieurs fois la semaine dernière, les prix ont explosé. Des fruits, légumes, viande, poisson. Et vous savez quoi, à propos des marchés, très souvent, je l'ai encore vérifié il n'y a pas très longtemps à Mortagne-au-Perche par exemple, on y est 10 fois mieux accueilli que dans les marchés des grandes villes. Et vous savez quoi? Eh bien en réalité, je veux dire dans les magasins des grandes villes, eh bien c'est que les commerçants paysans qui s'improvisent commerçants au moment du marché, qui donnent des habitudes de ce type, finissent par amener ceux des villes et des grandes métropoles à se comporter de cette façon. Ce qui fait que les petits marchés, par exemple, à Paris, sont souvent des lieux de convivialité supérieurs à la vie dans le commerce habituel, où il y a la pression du temps et du monde qui fait la queue. Et puis ils reconnaissent leurs clients, il y a une relation. Je trouve qu'on est dans un monde où c'est très appréciable. Jérôme Dubu, c'est un coup de cœur pour la Grèce. Oui, parce qu'il n'y avait que des coups de cœur, donc je continue sur les coups de cœur. C'est un coup de cœur à la Grèce. Pourquoi ? Parce que samedi dernier, donc le 30 avril, la Grèce a remboursé
par anticipation la dernière échéance au FMI de son endettement, de sa dette. Alors on n'en a pas parlé beaucoup parce que l'actualité est tournée vers autre chose, et ce qui est bien normal d'ailleurs, mais je pense que c'est assez symbolique à plusieurs reprises et ça nous donne des exemples pour la politique française. C'est symbolique parce que 2 ans d'avance, c'était pas couru. Souvenez-vous de ce qui se passait en 2010, en 2011 en Grèce. C'était absolument effrayant, et même jusqu'en 2015, puisque on a eu un référendum qui condamnait ces méthodes, un référendum qui avait été mis par Tsipras, par Syriza, quand ils sont arrivés au pouvoir. Ils sont allés outre ce référendum qui condamnait les mesures en matière d'endettement et en matière de restrictions budgétaires. Ils ont fait voter un autre plan et la continuation aujourd'hui, c'est cela. Et donc on a une baisse des dépenses publiques en Grèce, on a une baisse de l'endettement en Grèce. Ils ont fait 8,5% de croissance en 2021, ce qui est absolument exceptionnel. Alors, ils avaient menti sur leur compte, vous vous souvenez des polémiques pendant les années 2000, pour leur permettre de rentrer dans l'euro. Ils avaient menti sur leur endettement, ils avaient menti sur le niveau de leurs dépenses publiques, mais aujourd'hui, ils en sortent. Et je trouve ça assez significatif, et je trouve ça plein d'exemples et plein d'enseignements pour notre politique. Parce que quand je vois ceux qui veulent se présenter aux législatives, qui veulent être Premier ministre, et qui nous disaient à l'époque qu'il ne fallait pas rembourser la dette, disait à la Grèce, ne remboursez pas votre dette. Monsieur Mélenchon disait ça. Eh bien, aujourd'hui, non seulement la Grèce a remboursé, mais elle rembourse par anticipation. Reconnaissez, c'est possible. Alors, Thierry, puis après Sophie. Non, reconnaissez peut-être que celui qui a été à l'initiative, à l'origine de cette dimension vertueuse des pouvoirs publics, de la politique grecque, c'est un homme de gauche qui est à mi-chemin entre Hollande et Mélenchon. C'est Tsipras. C'est lui même plutôt côté Mélenchon, plus proche de Mélenchon. Absolument. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a habilement amené son peuple, son électorat et l'électorat de droite qu'il suivait aussi, à appliquer ses règles et à être très strict dans la façon de gérer les dépenses publiques. Moi, je lui rends hommage. Alors, je voulais aller dans votre sens, mais n'oublions pas que c'est le peuple qui a redressé son pays. Ce sont des bosseurs. Vous avez raison, les Grecs ont bossé comme des fous. Je veux dire vraiment, ils sont courageux, ils continuent, et je pense que ce sont les peuples et les populations qui font leur pays. Et il faut arrêter de penser qu'il y a un mec... La plus gauchiste, c'est elle, d'entre nous. Il faut arrêter de dire qu'il y a un mec au sommet qui a dit mais oui, on va redresser, etc. C'est le peuple grec. Ils ont vraiment été exceptionnels. Jean-Luc, un dernier mot. Il faut se rappeler que c'est François Hollande qui a permis à la Grèce d'avoir cet accord. Parce que s'il n'y avait pas eu François Hollande, il n'y avait pas d'accord. Et à Bruxelles, ça ne suivait pas. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. On continue, on aura le coup de cœur de Thierry Guerrier et puis mon coup de gueule. Il n'y a que moi qui suis en colère encore ce matin. Tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez intervenir, participer à ces débats. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, je sais pas bien moi. Jean-Luc Benamias, c'est grave, je ne sais pas s'il a aimé. Quoique, il y a un accord ELV, la France Insoumise. Vous nous direz ce que vous en pensez. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Thierry Guerrier, journaliste politique, éditorialiste sur Sud Radio, tous les vendredis matins dans le Grand Matin. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Je rappelle le titre de votre livre, La France sans dessus-dessous. On va parler de ces violences hier, de ces manifestations qui ont mobilisé pas mal de monde partout en France, les accords et les filles Europe Écologie Les Verts, et puis le casse-tête de Matignon. Alors avant de vous donner la parole, Thierry, parce que ça va nous emmener sur notre débat autour des violences qui sont intervenues hier lors des manifestations, c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui a décidé d'autoriser le burkini obligatoire dans toutes les piscines de Grenoble. Alors il y a Alain Carignon, qui a été l'ancien maire de la ville, qui demande aux gens de venir manifester parce qu'il demande un référendum. Il dit qu'il n'est pas mandaté pour soutenir l'islamisme politique. Donc dans les piscines le 16 mai prochain au conseil municipal, enfin, il a l'intention d'autoriser, alors qu'à Göttingen en Allemagne, on autorise les seins nus. Donc, oui, et puis au-delà de ça, il y a l'hygiène. Je veux dire que les hommes, je pense à des piscines que je connais municipales, où on n'a pas le droit d'avoir un boxer short en maillot pour des hommes. La plupart des piscines, c'est comme ça. Effectivement, c'est comme ça, parce que ça peut, il y a des microbes, etc.
on les oblige à avoir des genres caleçons. Donc qu'est-ce que ça veut dire que d'autoriser du linge flottant dans les piscines? Et puis ça veut dire que c'est très grave. Oui, j'ai dit burkini obligatoire, c'est pas burkini obligatoire. Compris, là. Non, d'autoriser le burkini dans les piscines. Qui est obligatoire pour les islamistes. Non, même pas forcément. Non. Mais c'est cette décision d'un maire. Non, mais attendez, là qui est quand même. Si vous voulez, on a le problème ça pose d'abord le problème de l'islamisme et de la conquête de l'islamisme dans les esprits, notamment dans une partie de la sphère politique de gauche, premier point. Et deuxièmement, surtout, ce qui m'inquiète, c'est que au fond, on donne des responsabilités nouvelles aux maires. Dans le cadre de la décentralisation, après tout, c'est logique. Et voilà à quoi on arrive. C'est-à-dire qu'on arrive à une partition du territoire. Il y a un certain nombre de piscines où ça sera autorisé, Grenoble, et puis il y en a d'autres où ça ne sera pas autorisé. Mais enfin, quelle France voulons-nous? La France, c'est quand même l'unité de la nation. C'est pas la partition. Et ça me révolte. Oui, non, mais je trouve ça aussi, ça m'a profondément énervé. Alors, il y a des sœurs réservées dans les piscines. Est-ce que vous êtes pour? Non. Mais non, on est contre, bien sûr qu'on est contre. Pourquoi dans certaines piscines, il y a 2 heures par semaine. Alors attendez, laissez parler Thierry. Il faut comprendre aussi, au-delà de ce que ça va coûter pour la réalité de la vie en commun à Grenoble, la dimension politique de cette décision d'Éric Piolle qui tombe pas aujourd'hui par hasard. C'est triste ce qui se passe à Grenoble, parce que au fond, on a d'un côté un personnage qui est un des plus radicaux de l'écologie, d'Europe Écologie Les Verts, qui est un vert pastèque, comme on dit, c'est-à-dire rouge à l'intérieur, et qui est très en pointe sur cette volonté de laisser l'islam politique, malgré tout, exister de cette façon. Et il prolifère sur le fait qu'il a comme seul adversaire en face l'ancien maire, qui a été une personnalité très puissante à Grenoble, mais qui se maintient coûte que coûte, qui interdit, qui empêche toute autre personnalité d'éclore à Grenoble. C'est Alain Carignon, qui a été condamné en son temps, ancien ministre condamné, et qui bloque toute capacité de laisser apparaître une autre personnalité, et donc Grenoble continue à rester ainsi aux mains. Bon, mais c'est de la provocation. Et pourquoi Éric Piolle le fait, et notamment il le fait aujourd'hui? Parce que nous sommes, alors même que l'accord a été annoncé et signé cette nuit entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, nous sommes dans la victoire des radicaux qui avaient perdu dans la stratégie de l'élection présidentielle. Sandrine Rousseau avait dû s'effacer derrière Yannick Jadot, qui avait fait le pari que peut-être l'écologie pourrait être portée avec son aile droite et son aile gauche, pour faire court. Et ben là, non, ça y est, ils ont pris leur revanche, ils prennent leur revanche, et ils essayent de démontrer qu'ils auront raison coûte que coûte. Enfin, c'est à la République de réagir, point. Mais oui, mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on permet à des maires de prendre des décisions qui sont des décisions politiques à caractère national. Et ça, moi, ça me révulse. Il y a un problème de fond. Jean-Luc Benamias, un problème de fond. Je ne sais pas si vraiment l'horaire d'ouverture des piscines et qui peut aller à la piscine ou pas est une politique nationale. Non, on ne parle pas d'horaire, on parle de burkini. On parle de burkini, on parle de la question du voile. J'entends bien. Excusez-moi, mais je ne trouve pas qu'Éric Piolle soit un extrémiste. Clairement, il a une majorité extrêmement large. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Mais sa décision est extrémiste. Oui, je trouve ça stupide. Mais pour le reste, si vous regardez les résultats de M. Éric Piolle dans les différentes élections où il a été élu, plus le temps passe... Parce qu'il n'a pas d'opposition. Il n'a plus d'opposition. Carignon la sclérose complètement, la castre. Non, Thierry, tu connais comme moi Grenoble, tu sais que la métropole n'est pas dirigée par la ville de Grenoble. La métropole est dirigée par un socialiste ou un dissident socialiste. Voilà. Et donc, c'est pas si simple que ça sur l'ensemble du territoire grenoblois. Et il n'y a pas que Carignon. Évidemment que Carignon bloque tout. J'ai l'impression d'être né avec Carignon. C'est ça. Il n'y a plus d'opposition aujourd'hui. Il y a une opposition, mais d'abord, elle est complètement sclérosée, vous l'avez dit, et elle est discréditée, totalement discréditée. Alors, Éric Piolle fait 70% au municipal. Alors, comme partout, avec 35% de participation, donc il faut relativiser tout ça, mais si vous interrogez les Grenoblois aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il y ait 70% de Grenoblois qui soient d'accord avec cette décision. Et Jean-Luc, il faut comprendre. C'est très joli, on est en train de discuter de ça comme s'il n'y avait pas d'électeurs. Oui, mais il faut comprendre une autre dimension aussi, qui est un facteur qui joue en faveur d'Éric Piolle. Et Jean-Luc Benamias a raison de citer ces chiffres, mais il faut comprendre ce qui se passe derrière. Il y a, parce qu'il se trouve que je connais un peu la carte électorale à Grenoble, il y avait un opposant socialiste qui a essayé de reprendre la main et
d'apparaître comme un leader. Olivier Noblecourt, qui à un moment donné était très proche du président Macron, tout en étant lui-même d'origine socialiste. Et Olivier Noblecourt n'a pas réussi à faire exister au fond, alors qu'il a des qualités. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que Éric Piolle a instauré à Grenoble une forme, la même théorie qu'à Paris, appliquée par Anne Hidalgo, de la fameuse ville du quart d'heure de Carlos Moreno. Et il a réalisé en effet un centre-ville qui est très agréable à vivre. Mais qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Tous les bobos qui vivent en centre-ville et qui bénéficient de cette ville du quart d'heure en profitent. Mais toute la périphérie aujourd'hui ne peut plus supporter. Seulement, elle ne vit pas à Grenoble. Donc elle ne peut pas s'exprimer. Je vous signale que c'est ce qui a été fait à Bordeaux, mais par des gens de droite. Oui, c'est très bien fait. Hein. Oui, mais à Bordeaux, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est ce qui a été fait. Ça a été fait à Bordeaux. Non, mais M. Uric, le maire de Bordeaux, aujourd'hui est un Europe Écologie Les Verts. Avant. Mais le problème, Jean-Luc, donc ce bénéfice politique, c'est Piolle qui aujourd'hui en est toujours le bénéficiaire de cette façon de gérer la ville sans s'intéresser réellement à la périphérie, à l'agglomération autour, qui n'est pas dirigée. Si vous enlevez l'exception Carignan, Grenoble a toujours été une ville de gauche. C'était même le laboratoire de la gauche socialiste avec Hubert Dubedou. On a un auditeur qui visiblement connaît bien. Il dit Grenoble où tu vas déclarer un cambriolage à 9h du matin et tu es le 243e dans la queue. Oui, parce qu'il veut pas de police municipale. Grenoble où les touristes se font dépouiller dans le tram ou en sortie de tram. C'est ça la réalité. Et surtout, on rappelle quand même qu'il avait soutenu les hijabeuses à l'époque, ces femmes qui militaient pour le droit de jouer avec un foulard. Et il expliquait il y a quelques mois que le burkini dans les piscines n'est pas un problème de laïcité. Je n'ai pas à regarder votre maillot, vous vous habillez comme vous voulez, tant que vous respectez les règles d'hygiène et de sécurité, comme disait Sophie. Si on fait... Ça, c'est une façon tartufienne de ne pas vouloir considérer que c'est un acte politique d'afficher. Donc voilà, donc mobilisation autour de... Et à Grenoble, qu'est-ce qu'ils disent? À Grenoble, je ne sais pas. C'est ce que lance Alain Carignan en disant avant le conseil municipal du 16 mai où il demande, où il va présenter cela au conseil. Il faut dire qu'il faut que les Français voient. Allez, Thierry Guerrier, votre coup de cœur. Alors, écoutez, vous le savez peut-être pas, mais il se trouve que, étant un boomer, je suis d'une génération qui a fait son service militaire. Et j'ai fait mon service national chez les pompiers de Paris. Donc, j'ai à la fois ce matin un coup de cœur et un coup de gueule. Le coup de cœur, c'est pour mes anciens camarades, les pompiers de Paris et tous les pompiers de France, mais les pompiers de Paris qui ont une grande tradition de l'obsession de sauver au périr, leur devise, et qui le font quelle que soit la personne qu'ils ont devant eux, évidemment. Il faut se souvenir que les pompiers de Paris, même les soldats allemands, n'osaient pas venir agir contre eux lorsqu'ils portaient secours, par exemple, aux personnes qui avaient été raflées dans le vélodrome d'hiver. Par exemple. Eh bien, d'ailleurs, les gilets jaunes eux-mêmes, qui les sifflaient lorsque les pompiers intervenaient à Paris et dans les grandes villes pour éteindre un incendie qu'ils venaient de déclencher. Les gilets jaunes les sifflaient, mais à part quelques boulons parfois quand même, il y a eu très peu d'agressions. Et cette agression hier, voilà, c'est ça, mon coup de gueule, coup de cœur, il va aux pompiers, et mon coup de gueule va contre cette virago indigne qui s'est jetée comme ça sur les 3 pompiers qui tenaient leur lance, et qui d'ailleurs prennent des risques systématiquement, il faut le savoir, parce qu'il peut y avoir une explosion, etc. Donc non, le rôle des pompiers, c'est de sauver quiconque, c'est de sauver tout le monde, quelles que soient les circonstances, et de prendre tous les risques pour ça. Donnons-lui à cette jeune femme qu'elle n'ait jamais besoin d'avoir à être secouru par les pompiers. Une fois qu'on a dit ça, je pense que les pompiers... C'est un coup de cœur et un coup de gueule. Non, je comprends bien, mais une fois qu'on a dit ça, les pompiers, comme les policiers ou comme les gendarmes, dans ce type, devraient immédiatement, quand ils sont agressés, immédiatement passer par la casse-prison. Eh bien, Sophie, il faut... Non, pas les pompiers, les agresseurs, pas les pompiers. Bien sûr. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers ont des procédures et des ordres très précis qu'ils respectent de ne jamais rendre le coup qu'on leur donne. Non, mais ça, j'ai compris. Mais on a l'impression que c'est grave. Non, je finis juste mon propos. Je dis que ça, on devrait être intransigeant. La justice devrait être intransigeante avec un circuit court. On agresse un policier, un gendarme ou un pompier avec des preuves comme on les a là, c'est l'État qu'on agresse et il devrait immédiatement, ça devrait être... Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Elle va être passée en comparution immédiate assez rapidement. Mais on a l'impression, excusez-moi, mais... Non, mais l'État devrait être tellement sévère. Oui, mais ça c'est autre chose. La peine c'est autre chose. Mais la rapidité de la condamnation, ça va être fait. Mais si vous voulez, on a l'impression qu'on découvre un peu la lune avec cette histoire d'hier. Mais ça fait des années que
semaines. policiers, que les pompiers sont caillassés dans les banlieues. Ça fait des années et des années. Ouais, ça fait 30 ans. C'est pas nouveau. Alors là, on peut s'en indigner tout de même, non? On peut s'en indigner, on peut le condamner. Pourquoi est-ce que les peines ne sont pas dissuasives? Mais si vous voulez, ça fait quand même des années que ça dure. Elles le sont peut-être. Stéphane nous dit cette agression est due au fait que les pompiers éteignaient un feu, alors un feu éteint, je sais pas, alors qu'elles réclamaient de l'aide pour des blessés graves derrière. Enfin, on tape pas les gens quand on leur demande de l'aide, Stéphane. On tire pas la lance et on leur tape pas dessus. Enfin, on va voir ce qui va en ressortir effectivement, parce qu'il y aura des images. Mais enfin, quelle que soit la justification, Stéphane, vous allez regretter de tronquer les faits. Quels que soient les faits, on ne tape pas sur un pompier. Enfin, j'ai l'impression d'être débile en disant ça. Pour bien connaître ces procédures, on met pas en œuvre une grosse lance quand il y a rien devant. C'est pas vrai. Le feu était là. Il faut finir d'éteindre avant de passer à autre chose. Et puis il y avait d'autres équipes qui assuraient le secours. Oui, Jean-Luc, vous pourrez. Cette femme est complètement jetée. J'ai vu les images, c'est n'importe quoi. Si on peut le dire comme ça, t'as raison. Elle a 38 ans, elle vit en Seine-Saint-Denis, elle travaille dans le milieu médical et elle est connue pour avoir participé à de nombreuses manifestations, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, où elle officiait comme street medic. Effectivement, il avait un sac à dos de street medic. Oui. Non, mais on va en faire une héroïne, hein. Bah écoutez, c'est une héroïne. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Mais on va revenir sur ces manifestations d'hier avec vous. 0826 300 300, à tout de suite. Les débats, est-il utile de revenir sur ces manifestations, en tout cas sur la violence? Les défilés du 1er mai sont une tradition, mais donc ces Black Blocs qui ont saccagé plusieurs commerces à proximité du cortège, des policiers, des membres de forces de l'ordre ont été blessés. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé des violences qui invisibilisent la marche des syndicats et servent à la propagande à nos pires adversaires. Le préfet de police savait, il est incapable de garantir le droit de manifester en paix. Gérald Darmanin a plutôt réagi de façon assez ferme hier et il a reproché à Jean-Luc Mélenchon d'être le pompier pyromane qui refuse à l'Assemblée les moyens pour les policiers et qui vient ensuite se plaindre que nous n'avons pas pu intervenir. Vous vouliez juste peut-être dire encore un mot, Jean-Luc Benamias? Ces manifestations violentes, d'abord, c'est pas partout. Hein. Moi, j'ai manifesté à Marseille hier, on était 4000, 5000, ça s'est passé dans un calme total. C'est pas tout le temps comme ça. Et après, moi, les débiles qui vont agresser un petit magasin de nourriture, tout ça est totalement... c'est stupide, ça ne répond à rien, ça ne répond à aucune révolte ici ou là. Voilà, c'est des images malheureusement qu'on voit quasiment à chaque 1er mai dans quelques villes de France. Ouais. C'était extrêmement minoritaire. Hein. Vous avez vu comme moi que les 3/4 à 90% de la manifestation se passe dans une tranquillité parfaite. Oui, mais à Paris, c'est pas minoritaire parce qu'à chaque manifestation, depuis les manifestations contre la loi El Khomri, donc sous Hollande, ça a commencé avec ces manifestations-là. Systématiquement, il y a des dérapages à la fin des manifestations. Et alors, on peut comprendre lorsque les services d'ordre sont inexistants, comme lors des Gilets jaunes. Là, c'était la police qui devait effectivement encadrer. Et quand le préfet allemand est arrivé, ça s'est mieux passé. Mais là, hier, c'est incompréhensible. Le service d'ordre des syndicats, le service d'ordre de la CGT est le plus puissant de France. Oui, mais non, mais pardon. Ça, c'est un peu... Voilà, exactement. Il est encore. Mais non. Ce qui s'est passé hier, pardon, mais en l'occurrence, c'est malheureusement ce qui arrive depuis quelques années. Aujourd'hui, les services d'ordre des syndicats qui cherchent à être rigoureux, à être disciplinés, pour autant ne font plus le poids devant la puissance agressive des Black Blocs. Il y avait combien de Black Blocs? Il y avait une centaine de Black Blocs. Vous n'allez pas me dire si on sont non seulement déterminés, mais très efficaces. Devant la manifestation syndicale, il y a des milliers de personnes qui sont devant les cortèges syndicaux. Les cortèges syndicaux, dans leur grande sagesse, attendent que tout ça se déroule et manifestent au fur et à mesure, et ils arrivent plus tard à la fin de la manifestation. Et devant, vous avez plusieurs milliers de personnes inorganisées ou des organisateurs, quelques centaines, qui sont là pour faire de la violence.
Et dans lesquels les Black Blocs ont immédiatement une capacité de mouvement. Rendre responsable la police et le préfet de police de Paris, comme l'a fait Mélenchon et comme l'a fait M. Corbière. C'est ce qu'ils ont fait. Mais j'en reviens, comme l'a fait M. Corbière de manière honteuse ce matin, c'est absolument inacceptable. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est jeter l'opprobre sur les forces de police, une fois de plus. Non, mais d'un autre côté, évidemment que c'est lamentable de jeter l'opprobre sur les forces de police. D'un autre côté, ça fait combien de temps que ça dure ? On n'arrête pas. Je veux dire, on est quand même capable en France. Je vous dis, depuis la loi El Khomri. Non, mais il faut arrêter ces Black Blocs. On fait pas ce qu'il faut. Est-ce qu'on n'a pas les moyens ? Donc on est impuissant. Non, mais je comprends qu'on réagisse. Pour le coup, Sophie, moi je pense que nous sommes nous allons trop vite et nous avons une grande facilité à dire il y a des solutions techniques. La réalité, c'est que c'est très compliqué. Le maintien de l'ordre, très en amont, intervenir d'emblée sur des gens pour lesquels on suspecterait la présence d'armes, par exemple. S'il n'y a pas d'éléments suffisants, on accuse immédiatement ceux qui dirigent les pouvoirs publics à ce moment-là de vouloir s'en prendre au droit de manifester. À l'inverse. En fait, on a peur de réagir. Mais non, on respecte la loi. On est dans un état de droit. On n'est pas dans une dictature qui peut intervenir quand elle veut, n'importe comment. Si un état de droit fait qu'on est impuissant par rapport à ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est-à-dire à des gens qui viennent troubler l'ordre public et qui sont extrêmement violents, il faut réagir. C'est pas possible de dire réalité politique qui nous empêche de réagir. Il y a eu 55 interpellations. Sophie, la réalité, c'est qu'il faut on s'interroge sur ce qui, à un moment donné, finit par pousser autant de gens à choisir plutôt la violence que le dialogue et le débat. On cède. Allez. Parce qu'on cède devant la violence. Dans tous les cas, on cède devant la violence. Les manifs, on retire les lois. Ça, c'est un débat qui est plus compliqué. Je ne crois pas que ce soit ça. Juste rappeler quand même que cette femme a quand même hurlé « Tout le monde déteste les pompiers hein. ». Donc vous allez m'expliquer, Stéphane. Stéphane, vous allez nous expliquer qu'elle cherchait de l'aide, mais enfin, chercher de l'aide en disant tout le monde déteste les pompiers, je suis pas sûr que ça écoutez, fonctionne. Dans les manifs des Gilets jaunes, à la fin, il y a un certain nombre de débiles, pour reprendre l'expression imagée de Jean-Luc, qui criaient « Policiers, suicidez-vous ». C'est le même genre de débile. Je reviens toujours à cette idée, je veux pas faire le sage un peu de façon abusive, mais la réalité, c'est que nous sommes dans une société qui, pour des raisons profondes, de réelle pauvreté pour certains, de grandes difficultés. Non. Dans une société qui a du mal à trouver la voie. Mais parce qu'il y a eu aussi une forme. Non, mais j'entends bien. Mais 10 millions de pauvres. Il y a une difficulté à maintenir les débats entre ceux qui sont les plus en difficulté et les autres sur le terrain exclusivement des idées et de la politique. Parce qu'on a mis dans la tête des gens. C'est une femme qui a un contrat de travail, qui travaille, qui a l'air complètement socialisée. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec la pauvreté. On parle pas que de ça, Jérôme. Tu as raison. Sinon, on excuse tout. Enfin, non, on n'excuse pas, mais il faut. Heureusement que les 10 millions de pauvres n'agressent pas les forces de police. Je vais vous le dire autrement. Si aujourd'hui, ceux qui ont perdu aux élections présidentielles, mais qui sont tout de même très forts, c'est-à-dire forts dans le nombre, qui refusent Emmanuel Macron, n'ont pas d'expression politique suffisamment affirmée à l'Assemblée nationale, alors la rue continuera à être chose. Mais c'est le même sujet. C'est déjà ce que nous avons vu hier. C'est un autre sujet, mais je suis entièrement d'accord. C'est ou la rue ou l'Assemblée. Ça ne justifie pas l'agresseur de pompiers. J'étais le premier à faire un coup de cœur. Mais le sujet, il est là. C'est pas dû à la pauvreté. Elle est pour clore ce sujet de façon un peu amusée. C'est je ne sais pas si vous avez vu ce tag sur une boutique qui vend des produits anti-poux et il y avait tagué anti-spéciste. C'est-à-dire comment est-ce qu'on ose tuer des poux. Voilà. C'est Jean-Luc qui a raison. Elle est tarée. Non, mais là, c'est pas elle. Mais c'est ce que dit aussi Aymeric Caron, que le moustique, c'est criminel d'écraser un moustique. C'est le prince, alors, des tarés. Allez, on se retrouve dans un instant. Accord LFI, Europe Écologie, Les Verts. Suivront peut-être le PS et le PC. On en parle dans un instant. Les débats avec vous. On va parler de cet accord LFI, Europe Écologie, Les Verts en vue des législatives. Ils vont bel et bien, ils sont en train de s'unir. Ils ont conclu un accord cette nuit, un accord historique pour les
pour ces législatives de juin, tandis que les négociations avancent avec le PS et le PC. Roussel espère un accord dans les prochaines heures. Thierry Guerrier, qu'est-ce On dit aussi que les socialistes, alors bon, qui sont écrasés, hein, visiblement. Jean-Luc Mélenchon, c'est sa victoire aujourd'hui réelle, symbolique. Ouais. Il a enfin soumis à sa règle, à la fois Europe Écologie Les Verts, mais il les traite mieux parce qu'au fond, il leur garantit 100 circonscriptions sur lesquelles ils pourront mettre un candidat sans avoir de candidat dissident en face ou de la France Insoumise. Donc il leur garantit cette capacité à aller au combat seul à gauche, en quelque sorte. Bon, et puis tout de même, c'est la puissance seconde à gauche. Derrière, le Parti communiste, ils vont signer, peut-être l'annoncer dans l'après-midi. Et puis les socialistes, alors la façon dont ils essaient de sauver la face, c'est de dire, on l'annoncera demain, le 3 mai, qui est l'anniversaire du Front Populaire du indépendantiste. Jean-Luc réagisse, parce que Jean-Luc, Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce que vous en dites de cet accord ? Qu'il était obligatoire. Le rapport de force suite au présidentiel fait que Jean-Luc Mélenchon est en tête de la gauche dans 400 circonscriptions sur 577. Si nos amis verts, PC et PS, veulent avoir une chance d'avoir quelques députés à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de signer avec les Insoumis. Totalement obligé. Ça a traîné un peu, parce qu'évidemment que ça traîne, c'est difficile, c'est compliqué, parce que toutes ces formations avaient déjà prévu des candidatures sur les différentes circonscriptions, puisqu'on n'avait pas encore le score des présidentielles. Voilà. Cet accord va aboutir. Est-ce qu'il suffira à faire que l'ensemble de la gauche unie sera majoritaire à l'Assemblée? J'ai quelques doutes. Mais est-ce que ça suffira quand même à avoir une représentation de la gauche et des écolos à l'Assemblée nationale plus forte que celle de la dernière mandature? Je pense que Jean-Luc a raison. Il fallait vendre son âme pour garder la boutique ouverte. Donc on vend son âme, reniement sur l'Europe. Jadot, qui n'a pas arrêté de critiquer Mélenchon pendant toute la campagne, c'est quand même... Mais Jadot ne dirige pas les Verts. Si je peux dire un mot en dehors. C'est Julien Bayou qui dirige les Verts. Oui, Jadot dirigeait la campagne. Oui, vous êtes en train de parler de cuisine politique et c'est parfaitement compréhensible. Et je voudrais vous lire, c'est Bernard Poignant qui a écrit ce texte, qui m'a envoyé, qui est un socialiste, qui était député du ministère, maire de Quimper, etc. Et réélu 6 fois, et qui a fini, pas fini, mais il était avec François Hollande, le bureau d'à côté, où je l'avais rencontré d'ailleurs à l'Élysée. C'est le meilleur ami du président, donc un vrai socialiste. Et il a fait ce texte qu'il m'envoie en disant que ce qui est invraisemblable, c'est qu'on ose parler de Mélenchon comme une solution possible. Et moi, j'ajoute qu'il devrait y avoir un front républicain contre Mélenchon. C'est un véritable scandale. 6e semaine de congés payés. Ça, c'est issu des textes et du programme de Mélenchon. Il faut quand même que les auditeurs entendent. 6e semaine de congés payés, retraite à 60 ans, 32 heures de travail, 3 mesures votées. Vient cascade de nationalisation qui vient de toutes les banques généralistes. Les infrastructures numériques nationalisées. Les télécommunications. Sanofi, Ariane Espace et les autres. La dette n'est pas un problème, entre guillemets, toujours cité. Une mission parlementaire spéciale pour faire le bilan des privatisations depuis 3 décennies et permettre la mise en examen et la détention préventive des suspects. C'est Robespierre. Ça nous ramène à la loi des suspects du 17 septembre, avec Robespierre, 1793. Il propose d'annuler la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Il refuse la mise en concurrence du transport ferroviaire. Vous allez faire voter il s'oppose aux directrices européennes. Mais il est temps... Tu viens de nous lire le programme de François Mitterrand, là. Les gens ne le savent pas. Mais en 80, c'était 10 fois pire. Attendez, modifier 90 000 aux frontières nationales, une taxe kilométrique aux frontières nationales. Le retrait du drapeau européen des bâtiments publics. On ne le dit pas. Il faut que les gens l'entendent quand même. Sortir de l'Alliance Atlantique, j'ai fini. Privilégier la Russie, la Chine et nos partenaires latino-américains. Non, mais c'est pas possible. Là, je parle d'un aspect politique. Oui, mais l'aspect politique, je partage ce que dit Jean-Luc. C'est-à-dire que c'était la seule solution pour la gauche de sauver certains des groupes parlementaires. Mais ça n'excuse pas dans ces cas-là. Mais attendez, Sophie, je finis. Ça n'excuse rien. Parce qu'on a entendu la litanie de M. Poignant, c'était très intéressant, mais ça fait de la pub à LFI. Donc c'est pas très intéressant.
la voulez, pub. en réalité, ce qui s'est passé, si, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très populaires là-dedans, notamment le blocage des prix, qui est une hérésie totale économique. Bon, mais je passe là-dessus. En réalité, ce qui se passe, c'est que ELV, c'est pas très étonnant qu'ils aient fait accord. Bon, ils avaient un programme sur la même ligne à part similaire, la sortie du nucléaire, etc. Mais le Parti socialiste, enfin, ou ce qu'il en reste, c'est absolument invraisemblable. D'ailleurs, vous voyez, quand les grands élus socialistes regardent ça, je parle d'Anne Hidalgo, je parle de la présidente du Conseil régional d'Occitanie, Carole Delga, François Hollande, ils sont atterrés, parce que c'est l'enterrement du Parti socialiste, parti de gouvernement. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que c'est la fin du Parti socialiste, parti de gouvernement. C'est comme si LR s'était jeté dans les bras du Front National, du Rassemblement National, en acceptant son programme, parce que ça se fait autour du programme de LFI, ça se fait autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, considérant que les scores, effectivement, sont écrasants pour eux. Donc, en réalité, je crois que le PS a vendu son âme pour un plat de lentilles. Tous ces braves gens sont allés, comme les bourgeois de Calais, là, en robe de bure, la corde au cou devant M. Mélenchon, ils ont capitulé en race campagne pour un plat de lentilles pour sauver leur groupe parlementaire. C'est une honte absolue. Si vous permettez 2 remarques. La première, c'est que ce soit François Hollande qui n'a pas soutenu sa candidate, ni Anne Hidalgo elle-même qui était totalement incompétente, c'est leur faute. Non, mais il y est venu à la fin, oui. Mais c'est totalement de leur responsabilité, l'état dans lequel aujourd'hui le Parti socialiste se trouve. Ça, c'est la première remarque. Quant à Olivier Faure et à la tactique qui est aujourd'hui... Non, mais la remarque de Jean-Luc Benamias s'applique, c'est formidable, parce que Jean-Luc ce matin parle très peu, et c'est nous qui parlons pour lui. Mais Jean-Luc Benamias, sa remarque sur Europe Écologie Les Verts s'applique exactement de la même façon au PC, mais surtout au PS aussi. Non, parce que le PS a été... Permettez-moi d'un mot pour essayer de vous expliquer pourquoi techniquement... Je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, mais vous allez voir, les calculs d'Olivier Faure lui-même et de son équipe permettaient, dans le pire des scénarios, mais sans doute le plus réaliste, d'amener, s'il devait avoir des candidats face à lui, France Insoumise par exemple, de sauver au mieux 5 députés seulement, et pas lui. C'est ça la réalité. D'accord, sauf qu'il faut essayer de sauver la boutique parlementaire. L'affaire n'est pas la même chose. L'affaire n'est pas la même pour Europe Écologie Les Verts et pour le Parti Socialiste. Oui, ils vont avoir 100 parce que le Parti Socialiste a une histoire dans ce pays. Ça a été une grande formation politique. Ils ont gouverné, ils ont eu 2 présidents, dont l'un a été réélu. Non, excusez-moi, je termine. Ils ont eu 2 présidents, dont l'un a été réélu, qui a fait 2 septennats, je le rappelle. Ils ont été au pouvoir pendant plusieurs années. Ils ont impliqué la France dans un certain nombre de réformes, et notamment dans l'Europe. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout renier. Ils sont en train de tout renier, ce qui n'est pas le cas d'Europe Écologie Les Verts. C'est quand même assez différent. Laissez parler Jean-Luc. Donc quand vous avez une histoire comme ça, vous ne bradez pas votre Parti socialiste. L'histoire de la recomposition politique des formations politiques démocratiques, de leur reconnaissance par les électorats qui ne les reconnaissent plus, quelles que soient les formations politiques. Cette histoire n'est pas terminée. On est en phase de décomposition, recomposition générale de la vie politique française. On va recomposer avec Olivier Faure. On va recomposer avec Mélenchon, bravo. Les différents, et c'est valable pour les Républicains, et c'est valable pour la composition extrêmement délicate du choix des députés que fera Emmanuel Macron par rapport à sa composition extrêmement à géométrie variable. Regardez les problèmes avec Horizon notamment. Nous sommes dans cette situation-là de décomposition, recomposition. Chacun essaye de sortir de là avec un groupe parlementaire. Mais moi, je dis rien sur Mélenchon. Moi, je pense aux auditeurs, aux électeurs du Parti Socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts qui voient cette cuisine, qui voient cette tambouille et qui n'ont pas forcément... Oui, mais ils veulent des députés. Oui, mais ils n'ont pas envie de suivre... Enfin, ils les suivront pas. Juste après, vous pensez vraiment pas que les sociodémocrates vont suivre Mélenchon de A à Z, que les Verts vont suivre Mélenchon de A à Z. Donc on va encore mentir à tout le monde. Tout ça, l'affichage alors. Donc, il ne se passera rien de ce qui est décrit. Ces gens-là, et ils ont raison de mon point de vue, veulent exister
au Parlement national. Et en trahissant leurs convictions, c'est une honte. C'est une honte. En trahissant leurs convictions. Mais absolument. En trahissant 50 ans de vie politique. Moi qui suis à droite, voilà. J'ai pitié de la gauche et je voudrais qu'on ait une gauche. On a besoin d'une gauche dans notre pays, une gauche social-démocrate, une gauche avec laquelle on est possible de travailler. Je vous signale que c'est l'économie qui est en jeu, parce qu'on a une gauche qui a compris, si Macron est de gauche, j'en sais rien, enfin qui a compris ce que c'était que l'entreprise. C'était la première fois qu'on comprenait ce que c'était que l'entreprise. C'est dramatique d'avoir des gens comme Mélenchon ou les Verts qui vont tuer les entreprises françaises, qui n'ont que cette obsession en diminuant leur pouvoir, en essayant de donner des salaires à leur place, de distribuer des chèques au lieu de permettre aux entreprises de mieux payer leurs salariés. C'est une honte, c'est gravissime. Thierry vision apocalyptique qui n'existera pas. Parce qu'ils vont mentir alors. Thierry Guerrier. Non, écoutez, alors je vais vous faire un autre aveu. Moi, j'ai été dans ma jeunesse 4 ans avant de devenir journaliste, où là, ça me paraissait impossible de rester militant politique. J'ai été 3 ans, un peu plus de 3 ans, membre du Parti socialiste. J'étais gaulliste de gauche et rocardien. Et voilà. Les masques tombent ce matin. Non, pas du tout. Et en l'occurrence, c'est pas un masque, je l'ai jamais caché. Et en l'occurrence, je comprends le courroux, en tout cas la tristesse de Jérôme face à ce qu'a été le Parti socialiste. Mais moi, j'ai jamais été socialiste. Je vous le dis. J'ai toujours été à droite. Je le ressens d'autant plus. Je considère que Macron est centre-droit et pas centre-gauche. Voilà. Mais ce que je dois vous dire, je pourrais me réjouir de la fin du Parti socialiste. J'ai toujours lutté contre le Parti socialiste. Et en l'occurrence, donc, je comprends la tristesse que vous exprimez, notamment pour la tradition politique que le PS a représentée. Non, mais j'entends bien, puisque qu'est-ce que c'est que tout ça en réalité? Et c'est là où Jean-Luc a raison. Il faut dissocier la réalité tactique immédiate. Non. C'est comme ça qu'on vote plus. Vous allez vous laissez terminer ou pas? J'essaye d'expliquer simplement qu'il y a l'objectif tactique immédiat qui continue à exister politiquement, qui amène toujours, et très souvent, mais ça c'est vrai, pardonnez-moi aussi, chez tous ceux qui ont choisi à un moment donné de quitter LR ou de quitter le PS pour rejoindre Emmanuel Macron, parce qu'il faisait en conviction, je ne le mets pas en doute, mais pourtant un choix tactique qui était à un moment donné d'aller nourrir un autre parti. Les Français sont perdus, essayent aujourd'hui de s'y retrouver, et beaucoup d'entre eux, qui pourtant ont voté Emmanuel Macron, ont défilé hier, parce qu'ils ont été réglo et... Mais non. Il y a un socle, si vous voulez. Sauf que vous oubliez que ce sont des extrémistes. C'est extraordinaire de ne pas voir que Mélenchon est un extrémiste. Je finis. Beaucoup d'entre eux qui hier ont été parmi ceux qui ont voté quand même Macron à gauche, se disent il faut, du point de vue des législatives, autre chose. Et ils veulent une expression politique, même s'ils savent qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec Mélenchon sur le plan de son programme. C'est ça qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui, dans cette affaire, il y a quand même un certain nombre de gens, de militants, d'électeurs, etc., notamment socialistes, qui ont des convictions, et notamment des convictions européennes. Et quand vous regardez le programme de Jean-Luc Mélenchon, et quand vous regardez le programme d'En Marche ou d'Emmanuel Macron, vous avez raison. Mais les programmes ne comptent pas dans cette affaire. Tous ces électeurs-là devraient voter et rejoindre En Marche aujourd'hui, c'est clair. Parce que la conviction, conviction européenne, elle est bien plus forte au Parti Socialiste qu'elle l'est à LFI. Enfin, il faudrait quand même avoir un peu de conviction de temps en temps et arrêter ces calculs électoraux. LFI occupe tout l'espace médiatique. Tout le monde en a fait des calculs. LFI occupe tout l'espace médiatique, mais dans les projections qui sont faites selon les différents sondages, Marine Le Pen et son parti arrive quand même en tête méfions-nous des projections. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, je sais. Entre Marine Le Pen et Mélenchon, excusez-moi, les frères républicains, moi je le mettrais au milieu. Hein. Vous situez le débat exclusivement sur celui des idées sur lesquelles... Mais c'est ça la politique, c'est d'abord des idées, c'est pour ça qu'on se bat. On est bien d'accord, mais sauf que c'est pas... C'est pas pour avoir 20 ou 30 députés, on s'en fiche. Jérôme, raconte-nous comment se répartit dans les 18 formations qui soutiennent le président de la République, les différentes candidatures aux législatives. Et les différentes tendances. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de cela. Tu vas voir ça rapidement. Jérôme est très habile, il ne vient pas parler de ça. Tu vas voir ça cette semaine. Ça ne doit pas être un long fleuve tranquille, clairement. Parce qu'il y a des sortants, puis il y a des sorties. Vous voyez, on cite quelques noms. Par exemple, Marlène Schiappa, elle n'est plus nulle part. Elle a disparu. Alors, c'est pas si... dès qu'on fait de la composition à géométrie délicate par rapport à des circonscriptions,
évidemment, c'est de la tambouille. Mais non, mais ça, c'est des problèmes de personnes, c'est pas des problèmes de conviction, c'est pas des problèmes d'avenir. C'est ça, moi, dont je parle. Je me fiche des personnes, que Marlène Schiappa soit candidate ou pas, je m'en fiche complètement. L'important, c'est que tous ces gens-là, les 18 formations dont tu parles, que je ne connais même pas d'ailleurs par cœur, j'en connais 3 ou 4, mais pas 18, qui comptent, en tout cas, elles ont le même socle de conviction. Et là, cet accord, c'est une honte. Enfin, dans l'affaire de LFI, on parle quand même de désobéissance sur un certain nombre de conventions européennes. Est-ce que le PS va accepter ça ? On va le savoir dans la journée. C'est renier 50 ans de vie politique en France. C'est renier l'engagement de François Mitterrand. C'est renier l'engagement de Lionel Jospin. C'est très grave. Mais tout ça est vrai, Jérôme. C'est très très grave. Tout ça est vrai. Mais en politique... Mais ça ne change rien. En politique, si, ça change. En politique, tout a un prix. Et donc tout ce que tu dis est vrai, sauf que la réalité, à 1,7, on n'existe plus. Et pour pas voir disparaître la boutique parlementaire, qui est nécessaire pour qu'un parti existe, le parti ne sait pas dans ce pays... Pourquoi faire Pour accepter ces insanités de M. Mélenchon. Non, avec le calcul qu'à court terme, on garde des députés, on politique du pays dans les Entre Mélenchon et Macron, il n'y a quand même pas photo pour pas mal de gens. Mais vous parlez de recomposition, Jean-Luc, mais en même temps, on parle de tambouille politique. Donc comment on reconstruit sur de la tambouille ? Parce que je n'apprends à personne ici que la fracture en France entre une grande partie de l'électorat, des électorats, et le système, cette fracture n'a pas disparu avec la présidentielle. Et je vous un scénario parmi d'autres. Ceux qui aujourd'hui ont serré la main avec un grand sourire dimanche de Jean-Luc Mélenchon au Parti Socialiste et qui étaient là autour, pensent dans leur tréfonds qu'après tout, une fois qu'ils auront sauvé un groupe, s'ils arrivent à sauver un groupe parlementaire, mais très vite, mais bien sûr, très vite, vous verrez bien qu'il n'y aura pas d'accord programmatique, sauf demain, dont on fera croire à tout le monde que, évidemment, c'est un programme commun. En réalité, ils vont déchirer le contrat dès le lendemain. C'est typiquement le genre de magouille qui trouver ça bien et normal. Mais ils vont faire progresser l'abstention. Mais vous croyez que parce qu'on le décrit et qu'on vous dit que c'est inexorable, pour autant, on pourrait être d'accord avec ça. Je vous ai fait comprendre que c'est typiquement le genre de magouille qui va faire augmenter l'abstention. Voilà, c'est tout ce que je voulais que je vous dise. Tout le monde procède de ces calculs. À 15 jours d'intervalle, les gens se relient. Il y a des gens qui rejoignent Macron que c'est la même souvenez-vous de ce que disait Hidalgo de Jean-Luc Mélenchon il y a encore 15 jours. Elle disait qu'il était proche de Poutine, elle disait qu'il était anti-européen, et aujourd'hui ils sont en train de signer avec un anti-européen et un proche de Poutine. Bravo. C'est un peu pour ça qu'elle a fait 1,7 aussi. C'est un peu pour ça qu'elle a fait 1,7 aussi. C'est la première fois qu'elle a raison, ils ont tous sauf Mélenchon. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler du casse-tête de Matignon. À tout de suite. Voilà. Et pendant qu'on parle de cuisine politique et d'accords plus ou moins bien ficelés, je vois un médecin qui tweet: ça faisait longtemps qu'on vous avait pas entendu parler des urgences, c'est pas à nous qu'on n'avait pas entendu parler des urgences, il parle français, vous allez être servi. Urgence en délestage parce que certains n'ont plus d'infirmières, d'aides-soignants, et par un effet domino, ceux à qui il en manque moins vont fermer aussi, c'est-à-dire qu'on alerte régulièrement, toutes les semaines, sur cet hôpital Saint-Louis, sur l'hôpital Bichat, pour ne parler que de Paris. Et donc le médecin dit: il faut recruter. Non, sans déconner, tout le monde est en train de recruter, mais personne ne vient. Alors oui, il faut améliorer plein de choses, mais demain, votre service d'urgence préféré risque d'être fermé. Et on n'a pas parlé de la santé, quasiment pas, pendant cette campagne électorale qui est quand même un des enjeux très importants. Alors le profil idéal pour le président de la République, pour Matignon, on a vu que ça c'était autour de l'écologie. Juste un tout petit truc sur ce que vous avez dit qui est parfaitement juste. On ne peut plus recruter, et ça n'a rien à voir, mais les restaurateurs ne peuvent pas recruter. Non. Les coiffeurs, il manque un nombre hallucinant de coiffeurs. C'est pas pareil que les urgences. Non. Je ne mélange pas. Mais je dis que le problème, c'est qu'ils sont pas assez payés. Il faut payer beaucoup plus. Ouais. Et pour payer beaucoup plus, il faut arrêter de filer des chèques des quelqu'un râle. Il faut complètement reprendre l'économie et expliquer aux Français que c'est le patron, que c'est moi, entre guillemets, qui est le chéquier pour augmenter les salariés, que je voudrais le faire et qu'on ne peut pas, et qu'on préfère redistribuer en prélevant des impôts épouvantables, et qu'à la base, on a une mauvaise compréhension. On peut aussi vous dire que les patrons pourraient peut-être redistribuer un peu plus aussi. Non mais d'accord. Mais le sujet, il est fondamental. Ça dépend, les patrons, c'est pas le petit patron qui gagne en moyenne 3 800 € par mois. Bah écoutez, on a eu le propriétaire des grands buffets de Narbonne, il a augmenté 30% ses salariés. Je suis d'accord, je vais vous donner une anecdote que je ne devrais pas donner parce que c'est ma vie professionnelle, mais je la donne quand même. Quand j'ai été directeur général
général du MEDEF en Ile-de-France, ça a duré pendant 15 ans. J'ai poussé un certain nombre de fédérations professionnelles, notamment les restaurateurs, l'UMI, etc., à augmenter et à améliorer les conditions de vie des salariés. Pas seulement le salaire, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'organisation de l'emploi du temps, etc. Ils l'ont fait il y a 2 mois. Ils ont augmenté les salaires par des décisions collectives avec les syndicats de 10%. Vous ne croyez pas qu'ils auraient pu le faire avant? Enfin, je veux dire... Ça fait des années que ça dure, cette histoire de manque de main-d'œuvre. Il ne faut pas revenir en arrière. Mais oui, mais d'accord, mais enfin, il y a un moment où il faut aussi que les fédérations professionnelles, que les entrepreneurs prennent conscience de ça. Si Jean-Luc, il faut que dans on revient à l'hôpital, je suis d'accord, il y a énormément de professions. On ne peut pas, même quand on a été coiffeuse 25 ans, toucher 1800 €. C'est pas possible, on en est au franc pratiquement. On en est pratiquement au franc. Donc, non, mais les infirmières aussi qui ne peuvent pas se loger. Dans les cafés, c'est pareil. Donc, café-restaurant, c'est pareil. Il faut donner, il faut lâcher le fric. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas lâcher le fric n'importe comment. Il faut lâcher le fric en fonction d'abord des résultats, premièrement. Mais il faut le faire de manière opportune. C'est tout. Il ne faut pas le faire sous la pression. Et le coût du travail, c'est très important. À propos d'opportunité et de la santé, dans le contexte que vient de citer cet auditeur, et il a bien raison, je suis assez troublé de voir revenir un nom en ce moment qui est cité parmi les hypothèses de ministres éventuels d'Emmanuel Macron, c'est celui de Marisol Touraine. C'est quand même la ministre de la Santé qui depuis des décennies, tout de même, est à l'origine du numerus clausus, en tout cas de son maintien assez longtemps dans la médecine, de la tarification à l'acte, de toutes ces décisions bureaucratiques qui ont en partie tué l'hôpital public. Et aujourd'hui, on donne son nom. Je suis assez fasciné par la capacité des élites, et pas uniquement de l'ENA, à recycler un certain nombre d'entre elles, de ceux qui en sont issus, quand tout d'un coup on cherche quelqu'un. C'est assez. Je ne crois pas que Marisol Touraine sera. Oui, c'est extraordinaire. Mais qui dit ça? Non, mais Thierry, en politique, le pire n'est jamais sûr. Jean-Luc, effectivement, je suis d'accord avec Thierry. Quand j'ai vu le nom de Marisol Touraine, j'avoue que je me suis dit. C'est qui? La tarification dans l'hôpital. Jean-Luc Benamias. Je veux bien. La loi Touraine, si vous vous rappelez bien, c'est celle qui amène la retraite à 65 ans, à 64 ans dans quelques années. C'est celle qui a fermé le plus de lits. Avant que d'autres lits soient fermés sous Emmanuel Macron. Elle est responsable à ce niveau-là, quand elle était ministre de la Santé, d'un certain nombre de décisions qui font que nous en sommes là où nous en sommes. C'est pour ça qu'à mon avis, son nom est cité, elle n'arrivera jamais. Comment son nom ressort aujourd'hui? Parce que tous les noms, Valérie, nous savons bien autour de cette table que les noms qui sont cités sont rarement ceux qui aboutissent à la fin du concours. Bon, plus on est cité, moins on a de chance. Voilà, Matignon, des pronostics sur le profil. Je voudrais dire que, en l'occurrence, j'ai eu le plaisir récemment d'interviewer Madame Bédag dans une table ronde. Il faut expliquer à nos auditeurs que Madame Bédag est le numéro 2 de Nexity, qui est un grand groupe immobilier, que son nom est sorti, très beau cursus, que son nom est sorti samedi. Elle a travaillé auprès de Manuel Valls. Et on dit qu'elle a refusé le poste de Premier ministre, ce qui est déjà un signal, parce que si c'est vrai, Emmanuel Macron est face à une réalité, c'est que beaucoup de grands dirigeants d'entreprises qui gagnent très bien leur vie et qui ont la paix dans une certaine mesure, en tout cas qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs actionnaires, et même parfois l'actionnaire public, préfèrent... Non, ils travaillent beaucoup, et c'est pas simple, mais ils préfèrent le rationnel de ceux qui les commandent que parfois l'irrationnel de la politique. Et donc, qu'elle ait refusé, ce serait un signal. Mais surtout, ce que je voulais dire à propos de cette femme, c'est que pour le peu de cet entretien, elle m'est apparue comme quelqu'un qui est très impliqué dans les questions sociales, en effet. Elle mène en particulier une politique avec de diversité des générations et des origines sociales et culturelles dans l'entreprise Nexity qui est formidable. Vraiment. Oui, attendez, ne prêtez pas, le flanc à toutes les rumeurs qui courent en ce moment. À chaque fois, on connaît ça. Alors j'ai une rumeur, si vous voulez. Voilà, il faut attendre un peu. Je disais juste que
disais juste que là, pour ce Costin, c'est un nom intelligent. Je ne suis pas certain qu'elle ait refusé. Voilà. Alors moi, j'ai une petite rumeur qui vaut ce qu'elle vaut. Si, elle était, en tout cas, elle était à l'Élysée. Donc, oui, c'est pas parce qu'on était à l'Élysée qu'on est nommé Premier ministre. Sophie, alors une rumeur, Sophie. Une rumeur, après avoir, en connaissant des gens de Matignon, il semblerait, et je trouve que ce serait une très très bonne idée, qu'on prolonge Castex. Et je trouve que... Attendez que je vous explique. C'est déjà le cas. Je vous ai coupé la parole, je ne peux pas dire un mot. Allez-y. Je dis que, étant donné l'état du pays, le président dirait, je garde le Premier ministre actuel jusqu'aux élections, de façon à composer un gouvernement avec des ministres qui correspondent aux résultats de ces élections. Je pense que ce serait quelque chose de respecté et respectable. Ouais. Et à Matignon, il se dit que Castex partirait bien d'ailleurs, là. Et qu'il est prêt, mais que pour l'instant, il n'est pas question qu'il s'en aille dans l'immédiat. Donc voilà un peu les rumeurs, et je pense que ce serait la chose la plus intelligente à faire, plutôt que de balancer un gouvernement dont dans 2 mois, on sera peut-être obligé de modifier la répartition. Pour nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Non, pitié. Jean-Luc Benamias, vous trouvez que c'est une bonne idée? Je ne fais plus depuis longtemps aucun pronostic. Non, mais sur ce que dit Sophie, c'est-à-dire de prolonger Castex. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Tout le monde voit bien. Je veux dire, Jean pour Castex, le coup, ça a le sens que disait Sophie. A disparu pendant l'élection présidentielle. Enfin, tout le monde l'a vu. Oui, ça dérange pas. Enfin, Jean-Luc, il a disparu pas à Matignon, et tous les jours il signe. Il bosse. Il a fait son job. Je sais bien, Jérôme, mais tout le monde. Et deuxièmement, il a fait campagne, il a fait plusieurs déplacements. Non, je suis pas d'accord. Et puis surtout, à Matignon, ça bosse. Ça bosse. Allez, stop, c'est fini. Très bonne journée à tous sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff.